La bienvenue à la Maison de la Poésie et nous sommes très très heureux d'accueillir cette année encore les petits champions de la lecture. C'est vrai que ce qui nous rassemble, fait sens puisque la place qui est donnée aux auteurs et à la lecture, c'est ce qui nous rassemble, la lecture comme expérience et puis un lien relationnel, un lien social. Et un grand plaisir. Et un très grand plaisir, tout à fait. Tout à fait, un très grand plaisir. Voilà, vous dire que la Maison de la Poésie, vous la connaissez pour un grand nombre d'entre vous. C'est un lieu qui, à travers sa programmation, donne cette place aux auteurs avec tous les soirs une programmation qui se renouvelle avec des lectures, des rencontres, des lectures musicales et puis aussi un programme de médiation culturelle qui s'appelle « Écoutez lire les bruits du monde ». Et certains d'entre vous sont nos partenaires pour développer ce programme qui passe par des ateliers d'écriture, des ateliers de lecture à voix haute. Et c'est un programme qui est soutenu, entre autres, par la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture et M. Pfimelin qui est présent dans la salle, que je tiens particulièrement à remercier pour son engagement depuis plusieurs années. Et évidemment, les partenaires que je vois ici aussi. Donc, nos initiatives, elles sont complémentaires, elles se nourrissent, elles se répondent pour toujours ce désir de transmettre une expérience de plaisir, effectivement, de la lecture. Donc, très, très bonne matinée de réflexion, de travail et de présentation. Je vous laisse la parole. Merci Armelle pour cette présentation. Ça me fait plaisir qu'on se retrouve pour le lancement de notre 12e, ça sera la 13e maintenant. Hein. C'est la 12e, parce que je suis toujours avec un an d'écart. C'est la 12e. Ça sera la 12e édition, on peut le dire. Hein, je ne sais pas penser le mot, mais bon, édition des petits champions. Vous le savez tous, chaque année, on a connu un progrès à la fois dans l'organisation, dans la technique, et puis dans le nombre de... Entrez, je vous en prie. Dans le nombre de fréquentation. Et c'est vrai que depuis qu'on a invité les CM1, on a connu un vrai petit bond. Alors, on pense qu'on ira encore beaucoup plus loin avec les CM1 qu'on a aujourd'hui, mais déjà, c'est très, très marquant de voir qu'aujourd'hui, entre les CM1 et les CM2, on a eu plus de 120 000 participants pour la dernière édition. Et déjà, pour la prochaine, les inscriptions arrivent et on est en progression de l'ordre de 30%. Alors, je voulais vous dire que cette année, il y a en tout cas 2 grandes nouveautés. Et puis, vous annoncez la nouvelle aussi sur notre nouvelle marraine, qui est là, que je remercie déjà pour tout ce qu'elle va nous faire. Donc, aujourd'hui, nous avons rencontré au printemps dernier l'AEFE, c'est l'Agence de l'enseignement du français à l'étranger. Notre rencontre s'est très bien passée. On leur a proposé d'accueillir nos petits champions dans les établissements à l'étranger de la zone Europe. Et ils ont étudié très vite, nous ont donné leur accord. Alors, il y a 49 pays concernés, donc c'est quand même extrêmement important, 49 pays. Hein. Et nous avons déjà 37 classes inscrites en Allemagne, en Lituanie, en Pologne, en Espagne, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Italie, en Monténégro et tout récemment en Turquie. Voilà. Donc on est heureux de ça parce que c'est vrai, bien, je ne confonds pas, je te rassure Vincent, je ne confonds pas le BIEF avec les petits champions. Mais on sait qu'aujourd'hui, la France a vraiment besoin de se développer, de s'étendre. Et le fait qu'on ait aujourd'hui le soutien de l'AEFE est pour nous très stratégique.
Voilà. Donc je trouve que c'est une très bonne nouvelle et on se réjouit. Et derrière, vous voyez déjà, il y a des classes inscrites. Je pense que cela va prendre vraiment corps. Alors effectivement, ce jeu on connaît aujourd'hui un succès grandissant, hein, puisque de plus en plus de classes participent à l'opération. En 2022-2023, nous sommes à 32% d'augmentation des classes par rapport à l'année précédente. Ce qui nous a amené à changer aussi notre organisation. D'une part, on a lancé un nouveau site Internet pour mieux gérer cette participation de plusieurs milliers de classes. On a été obligé d'adapter aussi un nouveau règlement du jeu, car ça pouvait nous arriver d'avoir beaucoup d'encombrements, notamment au niveau de certains départements. On avait, par exemple, dans certains départements, plusieurs finales, ce qui était plus difficile à gérer. Donc, on a adapté ce jeu, d'une part, en modifiant, en enrichissant le back-office, avec ce que vous connaissez bien, un CRM. Hein, un CRM, grâce à l'agence web Phasae, pour gérer ces plus de 200 000 élèves par an, et d'avoir une rapidité sur le classement, sur l'organisation. Et puis donc ce règlement qui va nous permettre justement d'avoir des départements avec 2 séquences, mais qui seront beaucoup plus organisés et éviter une gestion plus difficile. Aujourd'hui, depuis 12 ans, les petits champions ont la chance d'avoir de grands auteurs. Et je voudrais les saluer, des auteurs, des comédiens. Donc j'aimerais les saluer depuis 12 ans, c'est quand même assez exceptionnel. Nous avons eu Daniel Pénac, en premier, Dominique Blanc, Timothée de Fontbelle, qu'on apprécie beaucoup, Guillaume Gayenne, Joe Vitek, Gaël Camille Lendy, et enfin Suzy Morgenstern, qui a été fidèle, qui est resté 3 ans, je crois, et qui va nous manquer. Et cette année, donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que Clémentine Beauvais, qui est au 2e rang, là, ok, je vais la saluer, est notre nouvelle marraine. Bienvenue chez nous, bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes à la fois une autrice jeunesse et adulte, traductrice de l'anglais, chercheuse en éducation et littérature. Vos livres sont traduits dans beaucoup de langues. Et personnellement, j'ai beaucoup aimé vos romans, Les Petites Reines et Songe à la douceur. D'ailleurs, je ne suis pas tout seul à les avoir appréciés, parce que vous en avez vendu plus de 80 000 exemplaires. Vous êtes passionné par les mots, c'est ce que nous aimons aussi, et l'histoire. Et vous écrivez, je crois, depuis toujours. Même avant de savoir écrire, vous écriviez déjà. Vous recommandez la lecture à voix haute, c'est une des raisons pour laquelle aussi on vous a invité d'être notre marraine. Et la voix haute, aussi bien vous dites en classe, en famille, entre amoureux, jusqu'au bébé, les chats et les cactus. Vous avez raison. Et écouter un livre à voix haute, vous dites c'est la vraie lecture. Pourquoi? Parce qu'on lit avec les yeux, les doigts, la bouche, les oreilles, bref, dans tout le corps. Donc, bienvenue, on est très heureux et j'espère que vous aurez aussi plaisir que nous aurons à vous entendre, être avec vous a aujourd'hui parrainé nos petits champions. Et c'est vrai que ces petits champions, pour la dernière fois, par exemple, la Comédie Française, la secrétaire générale de la Comédie Française a fait savoir que la dernière édition avait été exceptionnellement bonne et il se réjouissait d'être aujourd'hui notre partenaire avec tous ces petits champions. La salle est pleine et je dois dire qu'il y avait une qualité des orateurs assez rare. Voilà, donc je voudrais évidemment me remercier toujours chaleureusement, c'est un exercice mais que je dis avec plaisir, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, le ministère de la Culture, le Centre national du livre, aujourd'hui représenté, qui est là par Madame Achando, la Fondation du Crédit Mutuel, et puis notre ami fidèle Étienne Fimelin, la Fondation Cultura, la SOFIA, la CFC, la Fondation La Pote et l'Institut René Goscinny.
Donc je vous remercie chaleureusement. Un petit effort du côté de l'éducation, la culture qui est toujours présente. Le CNL est toujours très très présent, merci vraiment. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir que la Fondation Cultura fait une petite opération, c'est pas les pièces jaunes, mais arrondi en caisse. Beaucoup de gens le font et le font aussi pour nous. Voilà, donc je suis heureux d'ouvrir cette séance de cette nouvelle édition et espère voilà, que nous serons toujours en progrès. Je pense qu'on peut avoir avec, d'une part, le jeu aux établissements à l'étranger et puis les CM1 encore de beaux progrès. Merci à vous. Merci Magali, merci à toute l'équipe. Oui. Pardon, oui, toute l'équipe, je vous remercie. On est peu nombreux, parfois c'est difficile, il peut y avoir parfois des congés maladie, des absents, mais vous faites face parce que vous pouvez faire tout, mais pas trop longtemps, je le sais. Donc on essaiera de trouver justement des problèmes à ceux que vous pouvez rencontrer actuellement, mais ils ne sont pas graves, simplement c'est un problème d'organisation. Hein. Et bravo surtout pour tout votre investissement, et c'est un plaisir de vous avoir à la tête des petits champions. Merci. Magali. Merci. Alors, quelques mots rapides. Merci, cher Antoine, pour ton enthousiasme, pour cette belle, ces petits champions qui nous plaisent tous. Et voilà, donc, chère Clémentine Brevet, chers amis, chère Magali aussi, pour cette organisation. Il y a, je pense, une grande émotion à voir perdurer, de grandir et aussi être plébiscité pour ce jeu que nous avons lancé en 2012 avec Antoine et dont c'est la 12e édition en effet. Voilà. Alors je voudrais juste insister sur 2 points. Bien sûr, on est soucieux de l'importance de faire lire pour les 8-11 ans, qui sont des âges cruciaux pour l'apprentissage de la lecture. Mais je pense qu'il faut travailler sur le plaisir de lire, parce que c'est un enjeu de société très important. Et donc, on voit que ce concours, ce jeu national nous embarque dans un projet de longue haleine, qui est le deuxième point que je voudrais aborder, c'est de développer l'imaginaire de nos jeunes lecteurs grâce à leur rencontre avec des auteurs contemporains. Alors, vous l'avez vu dans Le Monde, je crois, une tribune signée par de nombreux intellectuels et artistes nous rappelait au début du mois de septembre l'importance de remettre l'écriture et la lecture au centre de l'école primaire. C'est en effet une nécessité de premier ordre, ce à quoi le ministre de l'Éducation nationale a répondu en enfonçant le clou. Et donc, aucun effort ne doit être négligé pour faire lire et écrire les enfants. La dernière étude présentée par le Centre national du livre, et je salue Regina Chondo, cette année sur les pratiques de lecture des 15 ans et plus, nous indique que lire est associé, c'est évidemment très, très positif, à de nombreuses valeurs positives. Donc approfondir ses connaissances, s'ouvrir l'esprit, se faire plaisir, s'évader, se détendre. Voilà. Et pourtant, nous constatons que le décrochage de la lecture des 15-24 ans s'accentue, puisqu'un jeune sur 5 déclare maintenant ouvertement ne pas lire du tout, alors qu'avant, il ne le disait pas forcément. Et que, alors, il y a le manque de temps, la concurrence d'autres loisirs, tout ça, on le sait. Donc, ce sont des freins à la lecture. Je pense qu'on pourrait rajouter, il y a le manque de sommeil, c'est-à-dire, d'une certaine façon, les écrans nous on reste éveillé plus longtemps, et quand on prend un livre, on s'endort. Donc, il y a une question de proportion dans la... Donc, oui, les écrans sont en cause, donc il faut y travailler aussi. Donc, l'enjeu des petits champions est de s'adresser aux 8-11 ans à un âge et dans un contexte, celui de l'école élémentaire et primaire, où ils sont et ils peuvent être encore extrêmement réceptifs à la lecture.
On sait que tout enfant qui prend goût à la lecture à cet âge-là a des chances de le rester ensuite au collège et toute sa vie. Voilà. Donc c'est un effort collectif pour ancrer le goût des livres chez les enfants. Je crois que c'est très important. Et c'est vrai en France, c'est vrai à l'étranger. Et dans notre dernier voyage en Afrique, au Congo, on a initié la création d'un jeu identique dans le bassin du Congo, donc sur 12 pays. Donc on est en train d'y travailler. Donc on voit bien aussi qu'on sert la création éditoriale française par la langue française à l'international. Donc c'est un sujet qui a des répercussions qui vont évidemment au-delà de la lecture des enfants. Alors, je vous disais que le deuxième point, c'est de faire découvrir aux enfants des auteurs jeunesse contemporains. Donc, pour participer, vous le savez, les enfants sont libres de choisir le roman de leur choix. Donc, on retrouve chaque année dans le top des livres essentiellement des grands classiques contemporains, mais des classiques du genre. Mais depuis 3 ans, reviennent aussi régulièrement le choix des enfants de titres issus de la sélection annuelle des petits champions, ce qui est très bien. C'est une liste de 30 romans jeunesse proposée par le comité de sélection. Donc l'horizon de nos lecteurs s'élargit encore. Voilà, ces romans parus dans l'année ont été choisis parmi une centaine d'œuvres pour leur qualité littéraire et la diversité de leur style. Et donc les enfants peuvent trouver leur choix personnel dans cette sélection. Alors je voudrais juste dire en terminant que dans ces rencontres, beaucoup de liens se créent. Donc d'abord, les 14 auteurs et autrices de cette sélection vont dans les classes de leurs champions avant la grande finale. Et ces temps d'échange sont des moments très riches et qui vont aussi aider les professeurs dans leur classe à faire découvrir le goût de la lecture dans cette rencontre avec un auteur. Ça contribue très efficacement à créer un déclic lecture. Voilà. Donc c'est cette littérature en mouvement, grâce à des auteurs, des éditeurs, des enseignants impliqués, qui donnent le goût de la lecture. Et je voulais dire ça parce que montrer cette imbrication qui va évidemment bien au-delà de ce jeu qui est extraordinaire. Donc merci à tous ceux toutes celles qui sont impliquées. Et donc, belle année sous le signe du plaisir de lire. Merci. Bonjour tout le monde, pardon, il faut juste que j'ajuste ces choses. Insa, tu saurais beaucoup mieux faire que moi, tu vois. Ça, c'est petit, en fait. Moi, maintenant, je suis grande parce que j'ai mis des talons aujourd'hui exprès. Merci. Voilà, il faut quelqu'un qui s'y connaît, qui n'est pas moi du tout. Alors, bonjour déjà, et merci d'être là aujourd'hui. Je vais vous lire mon petit discours. Un jour, pressés par l'ordre naturel des choses, les poissons décidèrent qu'ils voudraient bien, dans des centaines de millions d'années, devenir des humains qui lisent des livres dans leur tête. Alors, ils se hissèrent sur la rive, où leur poussèrent des pieds, puis des pouces, puis des voix. Et voilà des petits humains, prêts à lire des livres, il fallut en écrire d'abord. Et ce processus absolument naturel, 100% bio et très organique qu'est la lecture, se développa d'abord dans leurs doigts, pointé B, pointé A, pointé B, A, bas, puis dans leur langue, et dans leurs lèvres, dans leur gorge et dans leurs poumons, bah. Et enfin, tout naturellement, dans l'ordre des choses, la consécration, dans la tête. À partir de maintenant, tu lis dans ta tête, dit-on à l'enfant qui, enfin, sait lire. Les poissons ne sont pas sortis des océans avec des pieds pour que tu t'égosilles. Remets les mots dans ton cerveau, c'est leur habitat naturel. On s'en doute bien, ce joli conte est fictionnel comme tous les contes, et contrairement à tous les contes, il est aussi menteur. Lire dans la tête n'est pas le stade ultime, la plus glorieuse réussite d'une quelconque évolution darwinienne qui irait du silence de la nage au silence de la page. La lecture,
pour commencer, n'a strictement rien de naturel. Parler, oui. Parler, c'est automatique. Notre langue s'élastique. Notre bouche babille dès le tout début. On s'imprègne de paroles comme des éponges d'eau de mer. Mais lire, quelle pesante technologie. Que de petits morceaux à joindre les uns aux autres contre tout réflexe d'un cerveau qui grince, d'une main qui veut faire autre chose, d'un corps qui veut pas tenir en place, d'un œil mal exercé à décrypter les lettres, d'une bouche pas d'accord avec ce qu'on lui souffle d'en haut. Quel pinceum que de lire, quelle souffreteuse locomotive on met en place. C'est peut-être parce que l'enfant qui apprend à lire nous semble si malhabile qu'on se dépêche de lui intimer de réintégrer tout ça dans sa tête. C'est désagréable d'écouter un enfant ânonner un texte. Ça nous rappelle que c'est douloureux, pas naturel, un gros effort. Alors vite, ravale-moi tout ça dans ta tête, lis silencieusement, et alors nous pourrons dire, maintenant, il apprécie vraiment. Maintenant, c'est un vrai lecteur. C'est peut-être aussi parce qu'on nous a toujours dit que la lecture silencieuse, c'est juste et bon. Toujours du moins, depuis la fameuse scène où saint Augustin espionne Ambroise, évêque de Milan, et nous rapporte, éberlué dans ses confessions. Quand il lisait, ses yeux parcouraient la page et son cœur examinait la signification, mais sa voix restait muette et sa langue immobile. N'importe qui pouvait l'approcher librement et les visiteurs n'étaient en général pas annoncés, si bien que souvent, lorsque nous venions lui rendre visite, nous le trouvions occupé à lire ainsi en silence, car il ne lisait jamais à haute voix. La lecture ambroisique silencieuse est d'abord un miracle, presque une installation de musée, en tout cas l'apanage des sages. Les vrais lettrés lisent dans leur tête. Bizarre cette expression « dans leur tête », comme si la lecture à voix haute n'était que dans la bouche, comme si on était des ventriloques jusqu'à ce qu'on devienne enfin des cerveaux et des cœurs. C'est peut-être aussi parce que les enfants, finalement, on n'aime pas trop les entendre. « A child must be seen and not heard », disent les Anglais. Un enfant, c'est fait pour être vu, pas pour être entendu. Et soyons honnêtes, on l'a tous pensé, on l'a tous vécu. Un enfant qui lit dans sa tête est un enfant qui nous fout la paix. Ah, comme j'ai hâte qu'il puisse lire tout seul, se dit-on parfois quand le bambin nous rapporte pour la 15e fois le même album, la même BD. Plein de détresse à l'idée qu'on dise non. On a pitié. On se dit que le pauvre, il ne peut s'appuyer que sur nos yeux, notre connaissance, notre voix, parce qu'il n'a pas le choix. Pense-t-on un peu trop vite. Il veut qu'on lui lise parce qu'il ne peut pas faire autrement. Mais quand il saura lire enfin, alors il pourra lire dans sa tête, on n'aura plus besoin de lui faire la lecture, et lui, il n'aura plus besoin non plus, et on sera tous les deux si tranquilles. Très tranquilles. Un peu trop tranquilles d'ailleurs finalement. Ravale tes livres, en silence tes pages, mets tes mots en mute. Tout le système scolaire a longtemps ressassé ce passage de la voix à la tête comme normal et attendu. Tant d'occasions manquées par la faute de ce mythe évolutionniste. On a conclu que dire des textes tout haut, d'accord, mais alors il faut que ça teste quelque chose. Hein. Là où on aurait pu faire lire des poèmes, on les a fait apprendre par cœur. Réciter, noter, punir. Là où on aurait pu faire lire des textes pour le plaisir, on les a fait lire pour vérifier qu'on sait déchiffrer, noter, punir. Là où un enseignant aurait pu partager des textes à voix haute, on les leur a fait dicter pour que les enfants promptement les réécrivent, les réencodent, les orthographient correctement, noter, punir. Là où on aurait pu partager des textes entre enfants, entre professeurs et enfants, entre adultes, sans stress, sans pression, sans trac, sans notes, on a tout fragmenté en filières distinctes. Fais du théâtre si t'aimes bien jouer des textes, fais avocat si t'aimes bien parler en public, fais littérature si t'aimes bien ta tête et le silence. En conséquence, juste ouvrir un livre et lire à voix haute entre gens qui savent déjà lire, c'est presque gênant, c'est presque obscène. Comme commander un biberon dans un bar ou visser des petits trous à son Vélib. Un bon mot de la poétesse Cécile Coulon. La prochaine fois que dans le train, quelqu'un écoutera une vidéo sur son portable sans mettre les écouteurs, moi je me mettrai à lire mon roman à voix haute. L'incongruité de cette scène potentielle me fait toujours rire et penser, si seulement j'osais, je voudrais tellement voir la réaction des gens, mais je n'ose pas, car je suis timide. Obscène la voix haute, saine la voix basse. Alors silence les enfants. Le silence est d'or. Chuchote pour ne pas gêner. Tourne 7 fois ta langue. Tu ferais mieux de réfléchir au lieu de parler. On voit où mène ce silence d'or, ces intériorisations forcées. Garde le secret maintenant. Lis dans ta tête, t'es grand. Ris dans ta tête. Pleure dans ta tête. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, des enfants silencieux, des enfants qui sont vraiment des tombes, il suffit de se baisser pour en trouver. Les livres récents de Claire Castillon, Les Longueurs, de Neige Sino, Triste Tigre, nous montrent les ravages de cet enfermement des mots dans la tête des enfants, ce qui se cache sous ces langues trop mal pendues. La tête des enfants est un lieu très bien balisé par l'adulte, un lieu dont l'adulte connaît l'ameublement des pièces, où il se meut en propriétaire, un lieu dont il a la clé. Il est grand temps de les laisser ouvrir la bouche. J'avais 3 ans quand, comme un roman de Daniel Pénac, fondateur et premier parrain des Petits Champions, est sorti en librairie. Malgré l'imploration qu'il lançait d'envisager la lecture orale dans les classes, jamais dans mon parcours scolaire on ne m'a encouragé à lire à voix haute ou à écouter d'autres personnes lire.
Longtemps, j'ai perdu la capacité à écouter des textes lus. Cette capacité a un nom, oracy en anglais, l'alphabétisation orale ou littératie de l'oreille. Faire sens de ce qu'on écoute, vivre pleinement ce partage, être dans cette présence requiert un apprentissage, ou plutôt requiert qu'on ne désapprenne pas cette sagesse de la langue orale qu'on a toujours connue, mais au contraire qu'on sauvegarde et raffine ses enseignements particuliers. Je confesse volontiers que longtemps, j'ai été rebutée, frustrée par les audiolivres et les lectures à voix haute. Comme beaucoup d'adultes qui ont été des enfants privés d'Oracy, j'ai dans un coin de ma tête une équation simpliste. Je lis beaucoup plus vite quand je lis en silence, alors pourquoi passer 2 fois plus de temps à écouter la même page ? Quand il y a tant de livres à lire, tant de pages à avaler, comment justifier tout ce temps perdu ? Et puis, peu à peu, la lecture à voix haute est revenue dans ma vie. D'abord par l'amour. Il y a quelque chose dans le couple qui pousse au partage des textes. On a toujours envie de dire « écoute, on dirait que ça parle de nous ». Et finalement, le moment ponctuel devient un rituel. Le paragraphe lu devient une page, devient un livre, devient une bibliothèque. Il y a quelques semaines, un soir, effondré de fatigue par un week-end chargé avec nos très petits garçons, spéciale dédicace pour les cernes d'aujourd'hui aussi, mon compagnon et moi, nous lisions à voix haute une nouvelle d'Agatha Christie. Et il y a eu ce moment où l'un ou l'autre a dit « il reste combien de pages ?» Et la réponse était « une trentaine ». Nombre de pages insurmontable avec notre degré de fatigue, mais il fallait le faire. Le suspense était trop fort, la nouvelle trop envoûtante, le moment trop agréable. Je sais que toute seule, juste moi et ma tête, je l'aurais arrêté. Mais à deux, on avait la force. Délicieuse capitulation à la littérature que de rogner encore plus loin nos 2 énergies combinées pour le seul plaisir de se livrer ensemble au texte. La lecture à voix haute est aussi revenue dans ma vie par les lectures avec les classes. Dans les petites classes, d'accord, mais chez les ados, c'était loin d'être une évidence. Un jour, dans un collège, une enseignante me demande de leur lire quelque chose. Et cette activité enfantine me fait presque honte. A priori, je me dis qu'ils vont trouver ça rasant, risible. Mais la qualité de l'écoute me prend à la gorge. Leur écoute est presque épaisse, comme du beurre, dans la pièce où mes mots se collent, et je vois qu'ils se délectent, et ils ont plein de questions après, et c'est la première fois que je comprends vraiment ce que Pénac voulait dire, parce que je le vis. La lecture à voix haute est enfin revenue dans ma vie par les lectures publiques, par des professionnels auxquels j'ai assisté ou participé. Insa Sané qui m'y a initié, Bastien Lallemand et ses siestes acoustiques, Elisabeth Acevedo, Lisette Lombé. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. Lire, entendons-nous bien, on le sait, c'est toujours être plusieurs, à la convergence de milliers de voix. Mais quand même, lire dans sa tête, c'est surtout être moi, la lectrice, et lui, le texte. Lire à voix haute, c'est ajouter un toi. Toi, cette troisième personne, cette présence entre le texte passé et le moi en construction. Le lecteur, la lectrice à voix haute qui pose ce texte dans ma vie, laisse, dans les mots qui vont me construire, une ombre de son corps, un fantôme de sa voix. Mes fables de La Fontaine ont désormais la maigreur chaotante d'un Fabrice Lucchini. Il y a une personne avec le texte en moi, et moi, si je lis un texte à voix haute à quelqu'un, je sais que je me dépose en lui, ma bouche dans sa tête pour toujours, sculptant ces mots qui l'ont un peu sculpté. Nous ne connaissons pas, ou pas bien, les effets de tout cela. Tout reste à créer, à explorer, à analyser, par des initiatives à la fois individuelles et collectives, par des lectures à voix haute entre amoureux adultes et des lectures à voix haute par des centaines de milliers d'enfants à travers tout le pays. Alors évidemment, les petits champions de la lecture, j'étais emballée d'emblée. Et je n'ai pas hésité une seconde quand on m'a fait l'honneur de me demander d'en être la marraine. Merci beaucoup. Cette compétition est une extraordinaire réussite éducative et culturelle, et on ne peut qu'être estomaqué de penser que grâce à elle, 400 000 enfants ont pris des textes dans leur corps, les ont mis dans les corps d'autres enfants. On me demande quel message je voudrais faire passer en tant que marraine, et c'est le suivant. J'avoue que je n'aime pas trop la rivalité, les notes, les classements et les concours. Alors la compétition, d'accord, mais si je suis pour, c'est surtout pour le prétexte. Ce qui m'intéresse, ce sont tous ces enfants qui participent, et aussi tous ceux dont on dirait qu'ils ne participent pas, mais qui, dans les classes, écoutent leurs camarades répéter leurs textes. Ce qui m'intéresse, c'est cette littérature qui volette d'œil à bouche à oreille, alors qu'elle serait restée sagement sur la page à attendre qu'on l'enferme dans seulement 1 ou 2 têtes. Alors le message est le suivant. Ne croyez pas que vous ne participez pas au concours si tout ce que vous faites, c'est d'écouter vos camarades. Vos corps sont actifs et les textes vous construisent, et par vos réactions, votre langage corporel, votre écoute, vous construisez aussi la voix et la lecture de celui ou celle qui parle. Ne croyez pas que vous perdez si vous n'êtes pas finaliste, vous avez déjà gagné. Quant aux finalistes du jeu que nous retrouverons à la fin de l'année, ne perdez jamais de vue que c'est d'un triangle d'or qu'il s'agit. Le texte, ceux qui écoutent et vous. Il faut que les 3 en sortent gagnants, sinon le jeu n'en valait pas la chandelle. Alors ne vous faites pas d'entorse à la gorge à force de répéter, ne vous mettez pas les nerfs en plot, laissez le texte et le public vous tenir et vous porter. Je n'ai pas parlé du dernier côté du triangle, la littérature, textes imposés et textes choisis.
mais je dirais une chose, elle a bien de la chance et elle a hâte d'en naître. Vous la faites naître et renaître à chaque lecture. Ne soyez pas trop impressionnés par elle. C'est vous qui œuvrez pour elle et par elle, qui lui redonnez sa jeunesse. Ne choisissez pas des textes dont vous pensez qu'ils vont épater le jury. Choisissez des textes qui donnent envie à votre voix de danser. À l'inverse, ne vous dites pas qu'un texte est trop grand pour vous, trop respectable, trop majestueux. Tous les textes meurent d'envie que vous les adoptiez. Et un message particulier à ceux pour qui c'est pas évident, ceux pour qui les lettres gigotent, ceux pour qui les lignes font des vagues, ceux dont la voix achoppe, ceux dont les lèvres font stop, on sait pas pourquoi, ceux qui ont besoin d'images, ceux qui ont un accent, ceux qui ont 2 langues dans une seule bouche ou 3, ceux qui font jamais les bonnes liaisons, ceux à qui on fait chute 10 fois par heure, ceux qui voient rien dans leur tête quand on dit « il était une fois », ceux qui se souviennent jamais de leur numéro de page, du nom des personnages. Ne vous dites pas que tout ceci n'est pas pour vous, que vous n'êtes pas des champions. Nous voulons vous entendre, nous espérons vos voix, nous vous attendons. À bientôt. Merci beaucoup Clémentine. Alors, Alain Trintignant, qu'est-ce que c'est que l'AEFE et qui faites-vous? Alors l'AEFE, c'est l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. C'est un réseau d'enseignement français en fait, qui fonctionne à l'étranger dans 140 pays environ. Pour le dire un petit peu net et brut de décoffrage, c'est un instrument de diplomatie éducative, en fait. L'AEFE, c'est un opérateur public qui supervise, qui gère, qui régule, en fait, environ 600 établissements qui scolarisent à peu près 390 000 élèves dans 140 pays environ. Et c'est un réseau complètement unique au monde qui permet en fait à des familles françaises expatriées ou à des familles de pays tiers ou des pays hôtes de nos établissements de faire le choix en fait d'une éducation à la française pour leurs enfants. À telle enseigne que sur les 390 000 élèves scolarisés, dont un petit peu plus de la moitié sont scolarisés dans l'enseignement primaire, vous avez à peu près un tiers d'enfants de nationalité française et 2 bons tiers d'enfants de nationalité étrangère, donc du pays hôte encore une fois ou du pays tiers. Donc c'est à ce titre, effectivement, et vis-à-vis de ces familles qui font le choix d'une éducation à la française, c'est un véritable instrument d'influence diplomatique qui a vocation, effectivement, et qui a des objectifs de développement permanent. Donc voilà l'AEFE. Alors, il se trouve qu'à l'AEFE, qui est un opérateur public donc, sous tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, je suis donc Alain Trintignant, comme Magali vient de le dire. Je suis moi-même inspecteur en fait, d'académie, donc je fais partie des corps d'inspection de l'éducation nationale et je suis actuellement en détachement en fait, pour l'Agence de l'enseignement français à l'étranger, où je m'occupe tout particulièrement du suivi, de l'accompagnement, si vous voulez, de l'enseignement primaire dans le réseau. Et c'est à ce titre, puisque je travaille pour le siège et au siège de l'agence, en fait, c'est à ce titre que je suis conduit à animer un réseau d'inspecteurs, ils sont 17, d'inspecteurs du premier degré, qui ont une responsabilité pédagogique territoriale. En fait, ils se partagent la planète par zone géographique et dans chacune de ces zones géographiques, en fait, ils suivent, ils accompagnent les écoles primaires avec le relais des directeurs d'écoles primaires donc, à l'étranger. Voilà en gros le paysage, le contexte dans lequel eh bien, l'AEFE a été amenée à rencontrer les petits champions de la lecture. Pourquoi avoir répondu positivement quand on est venu vous trouver pour vous proposer ce partenariat avec notre jeu? Alors, quand les petits champions de la lecture ont approché l'AEFE, donc j'ai été, compte tenu de ce que je viens de vous expliquer de mes fonctions en fait dans l'agence, j'ai été en fait un des premiers interlocuteurs en fait à devoir y répondre, et donc je me suis intéressé à l'association, à son action. Magali et ses collaboratrices de l'époque m'ont apporté un certain nombre d'informations. J'ai regardé un petit peu l'économie générale du concours, les objectifs qui étaient travaillés à travers ce concours. J'ai regardé les outils aussi et l'architecture du site et les outils proposés au personnel enseignant pour accompagner les élèves justement dans ce concours
et en amont du concours, évidemment, dans tout ce travail de lecture à voix haute. Et je dois dire que j'ai été en fait séduit par le côté comment dire, la complétude, entre guillemets, si vous voulez, des outils mis à disposition, l'organisation de ce concours, y compris d'ailleurs en période de Covid, où en fait le numérique est venu rendre un fier service, mais en tout cas à montrer les capacités d'adaptation de l'association, en fait, à perpétuer et à faire vivre, à continuer à faire vivre ce concours indépendamment des conditions sanitaires qu'on connaît tous. Et je peux vous dire qu'à l'étranger, en plus, dans certaines zones, c'était quand même particulièrement difficile aussi. Donc, pédagogiquement, et je dirais presque dans la philosophie générale du concours qui, comment dire, combine, je trouve, de manière très équilibrée et très habile, à la fois des vertus, un petit peu de compétition, puisque dans un concours, on se qualifie. Ce qui pourrait laisser entendre que quand on se qualifie, ceux qui ne sont pas qualifiés sont disqualifiés. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que justement, l'équilibre de ce concours, et c'est ça qui m'a aussi frappé, c'est qu'en qualifiant des élèves à différents niveaux de réalisation et de déroulement du concours, on organise et on provoque aussi des comportements et des conduites coopératives entre les élèves. Et j'ai trouvé ça très chouette de combiner justement dans une classe à la fois la nécessité de la sélection, et puis l'obligation de la coopération. Voilà, j'ai trouvé ça effectivement, j'ai trouvé cet équilibre subtilement agencé, intéressant, au-delà de tous les apports effectivement qu'on peut attendre, qui ont été magnifiquement rappelés à l'instant de l'apprentissage de la lecture à voix haute. Alors, l'année dernière, avant d'étendre à l'Europe depuis le 1er septembre, nous avons réalisé un test pilote avec vos classes des établissements d'Espagne et de Catalogne en particulier. 5 classes ont participé. Quels ont été un petit peu les retours qui nous ont convaincus d'étendre ce test? Alors, c'est effectivement un élément relativement essentiel, indépendamment des qualités intrinsèques en fait, du concours, de son organisation, des contenus qui sont proposés. Effectivement, cette expérience a permis de le faire vivre de manière très localisée, effectivement. Et j'ai là, effectivement, des témoignages, des retours d'expérience d'enseignants qui me semblent effectivement assez éloquents et qui permettent de mesurer effectivement le profit qui a pu être tiré à la fois par les personnels enseignants et par leurs élèves. Alors, s'agissant par exemple des élèves non francophones, qui se sont révélés très à l'aise dans ce concours, on pourrait presque dire contre toute attente. Je vous disais à l'instant que plus des 2/3 de ces élèves n'ont pas le français comme langue maternelle. Eh bien, ce que les enseignants disent, c'est que ceux qui avaient des difficultés en langue française se sont révélés. Bon, dont acte. Ils ont pris beaucoup de plaisir à se mettre en scène, même lorsqu'ils ne maîtrisent pas totalement la langue. S'agissant des progrès enregistrés en lecture des élèves, nous avons été bluffés par leurs progrès. Nous avons découvert de nouvelles capacités des élèves. Les élèves timides se sont découverts eux-mêmes et leurs camarades les ont découverts sous un nouveau jour. Ce jeu nous a permis de mettre le projecteur sur la lecture à voix haute et de mettre en valeur une compétence qui jusque-là pouvait paraître moins importante. Ça vient d'être rappelé aussi. Et dans les représentations de nos personnels, effectivement, je pense qu'il y a des choses de cet ordre-là qui subsistent. Sur les dynamiques de classe, nous avons trouvé la classe plus unie. C'est ce que je vous disais à l'instant sur les vertus de la coopération, combinées à celles de la sélection. Sur le développement du jeu en Europe, une très belle opération pilote à refaire absolument. Donc ça veut dire qu'effectivement, cette expérience très locale, les enseignants qui connaissent la réalité du réseau dans son ensemble d'une manière générale, eh bien, ils en voient effectivement une généralisation tout à fait opportune. Les écoles participantes du projet pilote ont émis le souhait de participer dès la rentrée prochaine à la version officielle du jeu. Donc effectivement, ça a été dit par Antoine Gallimard tout à l'heure, on était là sur une dimension, disons, d'expérimentation très localisée, en lien avec une zone géographique qui était tout à fait partante pour se prêter au jeu. Et donc, de cette expérience localisée est né le projet de la généralisation sur l'ensemble d'Europe, qui d'ailleurs correspondent en fait à 4 zones géographiques différentes,
piloté donc par 4 inspecteurs de l'enseignement primaire en résidence à l'étranger. Et la suite, la page d'après, c'est une généralisation à l'échelle du monde, puisque, comme je vous le disais, l'agence opère et les établissements, en fait, sont implantés dans 140 pays environ. Donc, oui, merci, cette Alain. expérience a été particulièrement positive et bien vécue par l'ensemble des acteurs directement concernés. Et l'agence ne voit que du bien à poursuivre cette expérience, à la généraliser et à en faire profiter le maximum d'écoles. Merci beaucoup. Oui. Les enfants sur la scène de la Comédie Française. Aujourd'hui a lieu la finale des Petits Champions de la lecture. C'est quoi bien lire? C'est théâtraliser, mais pas trop, s'exprimer, regarder le public, pas bouger, écarter les jambes pour pas bouger. Allez Liam! Liam, j'espère que tu vas gagner. Franchement, moi je pense que tu vas gagner parce que tu es très très fort. Et déjà d'être arrivé à la Comédie Française, Suzanne, c'est exceptionnel. Tu m'as amené dans un lieu incroyable, la Comédie Française. Et je t'en remercie. Et comme dit ton papa, tu as déjà gagné. J'espère qu'elle va réussir et qu'elle va tout donner. Je suis le frère de Lily, je lui souhaite du courage, je suis très fier de ce qu'elle a accompli jusqu'ici, donc voilà. Bonne chance Minette, je t'aime. Je suis très fier d'elle et un gros mère pour Lily. Je suis la sœur de Lily et je suis super fière qu'elle soit arrivée jusque-là. Fais comme t'as dit, toi qui es là pour partager des émotions, alors on y va, on veut tous recevoir des émotions de toi. Bisous, bisous! Bisous! Il faudra qu'il se rappelle toute sa vie parce que je pense qu'on peut vivre ça qu'une fois dans sa vie. Alors, je vous présente Amélie Perron, chargée de projet coordination nationale. Nous allons vous parler, vous faire un petit bilan de l'édition de l'année dernière, 2022-2023, et vous parler évidemment de cette année. Alors, tout d'abord, nos chiffres principaux qui vont arriver, et nous en avons déjà cité plusieurs. Nous avons un taux de pénétration, je commence par le bas, de 8% l'année dernière. Ça signifie que sur l'ensemble des élèves de CM1, CM2 du pays, 8% ont participé au jeu l'an dernier. Ça représente 133 000 enfants, plus de 5 000 classes, et donc une progression de plus 32%, avec une répartition CM1, CM2 que vous pouvez voir en haut à droite. 36% de CM2, 36% de classes à double niveau CM1, CM2, et 28% de CM1. Donc on voit qu'en quelques années, les CM1 ont vraiment pris toute leur place dans l'opération. Je voudrais mentionner que l'Outre-mer a eu des chiffres particulièrement importants d'explosion de la participation l'an dernier, plus 262%. Donc 168 classes qui ont participé en Outre-mer l'an dernier versus 64 l'année d'avant. Ça représente 54 classes à La Réunion au lieu de 23, 49 en Martinique alors que nous en avions seulement 13, et Mayotte, 45 classes au lieu de 2. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant d'avoir davantage d'élèves d'outre-mer qui nous ont rejoints l'an dernier. Le jeu l'année dernière s'est déroulé dans toutes les écoles avec la première étape du jeu, qui est donc la finale école. Et 117 classes ont pu réaliser leur finale école dans le cadre des Nuits de la lecture, qui est une grande opération menée par le Centre national du livre, qui permet aux classes qui se portent volontaires de se rapprocher d'un lieu extérieur de l'école, donc par exemple une bibliothèque ou médiathèque, ou un théâtre, ou un centre culturel, et d'organiser la finale école dans ce lieu. Ce qui permet aux élèves des classes REP ou des classes en zone rurale de se voir offrir par le CNL plus de 1000 chèques lire pour les élèves de toutes ces classes. Un mot qui va vous être dit. Et alors, vous pouvez voir ici, donc dans le cadre de ces finales écoles, l'une d'entre elles s'est tenue au Panthéon, qui a accueilli une école parisienne, et puis une autre finale école s'est tenue au Théâtre des Amandiers, dont on vous reparlera tout à l'heure. Amélie va maintenant vous parler des finales régionales de la 11e édition. Alors, l'étape régionale de la 11e édition, c'est cette finale au format vidéo, représentée en bleu sur la carte juste derrière moi, et cette finale physique qui, elles, sont en orangé.
Alors, dans le cadre de ces finales physiques, nous avons eu l'opportunité d'être accueillis dans des lieux divers et variés, 2 médiathèques, 2 théâtres, un tiers-lieu, un monument culturel et même un stade de foot. Alors, ce dernier, nous pouvons même le placer dans la catégorie des lieux atypiques de la 11e édition. Ce projet a pu notamment voir le jour grâce à un partenariat avec Strasbourg, capitale mondiale du livre, avec la volonté de mettre en avant les valeurs communes au sport et à la lecture, le partage, la jeunesse, la tolérance et le plaisir. Alors certains parmi vous ont pu assister à ces finales régionales en tant que membres du jury, partenaires, mécènes, enseignants ou bien même en tant que lecteurs. Et vous avez pu découvrir une de nos nouveautés mises en place cette année, c'est la mise en place d'intermèdes musicaux. Alors l'objectif étant d'offrir une courte pause entre les lectures, mais également de valoriser une activité pratiquée par des jeunes du même âge que nos lecteurs. Nous avons pu les mettre en place à l'occasion de 3 finales régionales, en Normandie et dans le Grand Est, où des élèves des conservatoires nous ont interprété des morceaux issus de leur apprentissage. Et puis, dans le cadre de la finale Île-de-France au Château de Versailles, nous avons collaboré avec l'association Un orchestre à l'école, qui est un dispositif permettant aux enfants d'apprendre à jouer d'un instrument en classe. Ainsi, nous avons accueilli près de 30 élèves de la commune de Limours, enfin de l'école de Limours, dans la salle des congrès. Alors, je vais d'ailleurs vous laisser avec une courte vidéo. Je pense que Souleymane, ça va te rappeler quelques souvenirs pour vous imprégner de l'ambiance. Désolée pour la piètre qualité de cette vidéo, mais on voulait quand même vous montrer l'ambiance qui a été mise dans la salle du congrès du château de Versailles, qui n'avait peut-être jamais connu un tel concert. Un mot sur la finale nationale 2023. Comme l'a dit Antoine Gallimard, ça a été une finale marquée par une salle Richelieu pleine à craquer. Un public scolaire de 16 classes, donc plus de 400 élèves dans la salle, 2 ministres également, que vous voyez là, et un gros travail qui a été fait avec l'équipe de la billetterie de la Comédie Française pour justement avoir une salle pleine et un maximum de scolaires qui puissent profiter de l'événement. Autre nouveauté, nous avions pour la première fois réalisé une préparation des finalistes par l'Atelier de la langue française, qui est un concours d'éloquence. Et enfin, une finale qui a été, comme les précédentes années, captée en intégralité, retransmise en direct, ce qui a permis à toutes les écoles, familles et fans des petits champions de la lecture de suivre l'événement jusqu'à la Réunion, par exemple, qui était l'origine de Grégory, un des finalistes. Alors, un mot sur cette édition qui démarre. Nous avons passé la barre des 1000 classes inscrites lundi. Compte tenu de cette très forte augmentation de la participation dont on vous a parlé depuis plusieurs années, nous sommes amenés à faire évoluer le règlement régulièrement pour nous adapter à ce volume de participants. L'objectif étant de ne refuser absolument aucune inscription et la participation étant totalement gratuite pour toutes les classes qui s'engagent dans l'opération. Alors, nous avons réfléchi et décidé de nous inspirer et d'étendre au niveau national un règlement du jeu spécifique, particulier, qui était en place depuis 10 ans dans un des départements du territoire, qui est le 93, la Seine-Saint-Denis. Dans le 93, c'est le SLPJ, le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, qui, dans le cadre d'un partenariat avec les petits champions de la lecture, a géré jusqu'ici l'inscription des classes et nous a aidé à
à faire connaître l'opération en Seine-Saint-Denis et à accompagner les enseignants avec un gros travail de médiation pour leur permettre de participer. Et donc, dans le 93, nous avions 2 règles très particulières et différentes du reste de la France. La première était que chaque école pouvait déclarer 2 gagnants, un garçon et une fille. Alors, c'est ce qu'on va faire à partir de cette année. On va tester cette organisation. Ça signifie que quand une école inscrit une seule classe, elle déclare un gagnant, une fille ou un garçon. Mais dès qu'une école inscrit 2 classes ou plus, elle déclare 2 lauréats, un garçon et une fille. Alors, vous le savez, les filles lisent plus que les garçons. C'est vrai à tous les âges. Et on le constate depuis de très nombreuses années, ce qui entraîne une surreprésentation des filles dans l'ensemble de nos finales, départementales, régionales, nationales. Pour vous donner un exemple, en 2022, sur la scène de la Comédie Française, nous avions 2 garçons et 12 filles. En finale régionale Bretagne, en 2023, nous avions 1 garçon et 8 filles. Et en finale régionale départementale, je pense plutôt Centre-Val de Loire, ou non, régionale, Centre-Val de Loire, pardon, 2023, nous avions 12 filles sur 12 participants. Alors c'est un déséquilibre qui est tout à fait normal et qui s'explique tout à fait. Les études montrent, vous voyez ici un graphe de l'étude internationale PEARLS, qui évalue les niveaux de lecture des enfants de l'âge de nos champions, entre 8 et 11 ans, dans tous les pays du monde. Donc vous pouvez voir qu'en France, mais aussi à Singapour, en Finlande, en Italie, en Allemagne, la première courbe qui se situe en haut, la courbe rose, montre le niveau, le score moyen obtenu aux évaluations en lecture par les filles. Et la courbe verte, qui est celle qui est en bas, indique le niveau obtenu par les garçons, la courbe médiane étant la moyenne. Donc, pas de surprise. Et pourquoi tester cette évolution du règlement ? L'idée est de se poser la question, de se dire, est-ce qu'on n'envoie pas finalement aux garçons un message un petit peu dissuasif en leur montrant qu'au final, chaque année, il n'y a presque que des filles ou beaucoup plus de filles. Et finalement, en demandant aux écoles, enfin en tout cas en proposant aux écoles de déclarer une fille et un garçon, ce qui n'est pas une obligation, une école peut très bien ne déclarer qu'un lauréat, si elle le souhaite, qui sera une fille ou un garçon. En mettant cela en place, l'idée est de faire passer le message aux garçons qu'ils ont toute leur place dans ce jeu, que la lecture n'est pas une activité de divertissement, mais est au programme officiel du ministère de l'Éducation nationale au cycle 3, comme une matière enseignée à l'école, qui s'adresse à absolument tous les élèves de la classe, et que donc, à cette première étape du jeu, qui est la finale école, ils vont en tout cas avoir toutes leurs chances de participer comme... voilà. Ensuite, deuxième évolution du règlement. Je dis déjà ça. Donc, jusqu'ici, pour tous les départements, on fonctionnait de la même manière, avec une finale départementale ou plusieurs finales départementales, parce que, compte tenu là aussi de l'augmentation de la participation, on a été contraint de multiplier les finales départementales, ce qui nous a donné des situations comme les Bouches-du-Rhône, qui est un département à très forte participation, dans lequel nous avons eu 8 finales départementales organisées l'année dernière. Donc, cette étape des finales départementales, vous allez le voir ici, qui est la deuxième étape, perdait un petit peu de son sens au fil des années, c'est-à-dire que ça n'était plus du tout des finales départementales uniques, une finale par département, mais un ensemble de sous-finales départementales pour le département. Et donc, on a été contraint l'an dernier d'ajouter une troisième étape que vous voyez en haut avec la flèche bleue, qui a été une pré-finale régionale vidéo pour sélectionner parmi les finalistes départementaux ceux qui allaient accéder à l'étape suivante, c'est-à-dire la finale régionale. On avait trop de champions départementaux dans un certain nombre de départements et on a dû ajouter cette finale intermédiaire, ce qui a été très mal perçu par les participants, par leurs familles, par leurs enseignants, dans la mesure où
ils avaient participé à une finale physique dans leur école, à une finale physique dans une bibliothèque, et tout d'un coup, on leur disait « Ah, tu as gagné la finale départementale, mais il n'est pas certain que tu ailles en finale régionale. Il va d'abord falloir que tu repasses devant un jury que tu ne vas pas voir, car c'est un jury un petit peu masqué, qui va intervenir, se réunir en visio et décider qui des champions départementaux iront en finale régionale. » Donc nous avons, pour cette année, opté pour une autre organisation qui va en fait s'adapter aux grandes disparités de participation que nous avons d'un département à un autre. Dans les départements à faible participation, nous allons rester sur l'organisation de l'année dernière, sans les pré-finales régionales vidéo, car nous n'en avons pas besoin. Et dans les départements à très forte participation, toute l'Île-de-France, les Bouches-du-Rhône, d'autres départements, nous allons, pour ces élèves-là, faire une deuxième étape en 2 tours, c'est-à-dire que les enfants seront d'abord convoqués à une finale départementale premier tour, puis les champions de ces finales départementales premier tour iront en finale départementale unique du département. Et tous les champions de cette finale départementale iront bien sûr en finale régionale. Voilà, c'est un petit peu notre technique et notre organisation logistique, mais c'est un point très structurant des prochaines étapes de l'année. Voilà, je crois qu'on a... Ah, Amélie m'a quitté, je crois qu'on a terminé pour cette partie. Merci. Régine. Je suis ravie d'accueillir Régine Atchondo et Anne-Marie Peigné pour vous reparler du sujet des finales régionales, qui a été une très grande évolution du jeu depuis 3 ans, soutenue par le Centre national du livre, qui nous a permis de réaliser cette bascule progressive des finales régionales au format physique, alors que cette 3e étape du jeu avait lieu au format vidéo depuis la création du concours. Si vous voulez, on peut peut-être profiter de cette table. Voilà. Je vous laisse prendre un micro. Ouais. Alors, Régine, qu'est-ce qui vous a décidé en 2021, année où la lecture a été déclarée grande cause nationale, à soutenir ce projet spécifique des petits champions de la lecture, de passage, d'organisation de finales régionales dans des grands théâtres, des grandes médiathèques ou des grands lieux culturels? Je pense que c'était très naturel dans le cadre de la lecture grande cause nationale de renforcer vos moyens de manière générale, parce que je pense que votre action est absolument exemplaire. Et nous savons tous, et cela a été dit par Monsieur Montagne, par Monsieur Gallimard, l'importance de la lecture. Clémentine Beauvais avec ce très beau texte sur la lecture à voix haute en particulier. On sait à quel point la lecture, je pense, est vraiment la pierre la plus essentielle de la construction d'un individu. Quand je dis la lecture, j'entends aussi évidemment l'écriture et la capacité de s'exprimer, de penser, de se penser soi-même, de penser le monde, de penser l'altérité. Et les petits champions, par la bienveillance, la curiosité, l'émulation aussi entre enfants et la solidarité quand il s'agit de choisir celui qui va nous représenter, cette action contribue à donner très probablement le goût de la lecture. On le voit bien quand on assiste à certaines finales régionales ou à la finale nationale, on le perçoit très très vite. Donc pour nous, la lecture grande cause nationale, comme vous le savez, elle avait été souhaitée aussi par le président de la République comme étant un facteur d'inclusion sociale. Les petits champions étaient vraiment, j'allais dire, probablement les premiers auxquels nous avons pensé. Et je ne dis pas ça parce qu'on est là ce matin. Et puis, je pense qu'ensuite, ça s'est intégré, comme vous le savez, dans de multiples actions dont le fil rouge était vraiment la lecture, le goût du livre, et toujours avec une dimension, comme l'a dit tout à l'heure Antoine Gallimard, avec cette dimension du plaisir et non pas de la contrainte, qui peut être parfois ce qui renvoie la lecture d'un livre lorsque l'on est enfant ou même plus grand étudiant.
Et puis, comme nous savions que vous aviez organisé des finales régionales en vidéo, on s'est dit c'est injuste pour tous ces enfants qui vivent, comme on dit aujourd'hui, dans les territoires. Moi, j'aime l'idée de la province, façon Lucienne de Ribempré. J'aime bien le mot de province. Moi-même, je suis une provinciale. Donc, je trouvais que c'était dommage que la finale physique ait lieu à Paris, même si c'est magnifique, évidemment, à la Comédie Française. Et donc, très vite, on a parlé ensemble de l'idée d'être présent de manière physique pour les enfants dans des théâtres, des lieux emblématiques de la France. Et vous nous avez dit oui, bien sûr, mais il faut qu'on ait une équipe plus conséquente, plus de moyens. Et donc, c'est comme ça qu'on a réussi à avancer, et surtout grâce à vous. Merci, Agine. Alors, en Île-de-France, après le Panthéon en 2022 et le Château de Versailles en 2023, c'est le Théâtre Nanterre-Amandier qui va accueillir la finale régionale en avril 2024, le 24 avril 2024. Alors, pourquoi dans votre théâtre, Anne-Marie, qui est le plus important théâtre de banlieue d'Europe, pourquoi avoir envie d'accueillir cet événement dans votre programmation ? Bonjour, moi je suis donc à la direction adjointe sur le développement de ce théâtre. Je fais juste une petite parenthèse, le théâtre Nanterre-Amandier est un théâtre emblématique. On vient entre autres de fêter avec Dominique Blanc, d'ailleurs, j'ignorais qu'elle avait été marraine des Petits Champions, un hommage à Patrice Chéreau, qui a été un des directeurs évidemment très importants et qui... Donc on honorait, il est mort il y a déjà 10 ans, et on a fait un week-end d'ouverture juste le week-end dernier formidable. Et donc ce théâtre est en travaux, et nous sommes à la direction donc avec Christophe Roux, qui est un metteur en scène et artiste et directeur de ce théâtre depuis janvier 2021. Nous sommes installés dans un théâtre dit éphémère, mais très très beau, je pense, le temps des travaux. Donc on imagine d'abord ce théâtre, et c'est vraiment une conviction, un théâtre partagé, évidemment avec des artistes, mais un théâtre partagé avec les voisins les plus proches, donc les habitants, et avec évidemment les étudiants juste à côté, les entreprises également. Donc un théâtre lieu de vie, en plus d'être un lieu de création, bien sûr, d'art dramatique et de théâtre. Et le pourquoi l'accueil, en fait, c'est... à la Comédie Française, je reçois un texto de Brigitte Smadja, dont je veux honorer aussi la mémoire. Je pense que certains la connaissent en tant qu'autrice de romans et d'une pièce de théâtre, et éditrice formidable de l'École des loisirs théâtre, qui m'envoie un texto. Anne-Marie, alors j'étais à Lille à ce moment-là, il faut que tu viennes, que tu prennes contact avec les Petits Champions de la lecture. C'est formidable, c'est de la lecture à haute voix. Et c'est vrai que depuis très très longtemps, dans les théâtres, il y a des ateliers autour de textes de théâtre jeunesse, parce qu'on est convaincu que plus l'enfant découvre la littérature, les livres, mais aussi le théâtre, plus il va devenir, et je pense, un citoyen, et en tout cas quelqu'un qui va en effet avoir en tout cas un souvenir de ça, et on a plein d'exemples. Et donc nous avons développé en fait des ateliers de lecture à haute voix, donc des ateliers de texte jeunesse en collectif avec une classe et des comédiens sur par exemple 3 mois, de façon une fois par semaine, ils viennent en classe. Et nous avons aussi un peu le principe d'étapes de classes qui s'entendent mutuellement. Et puis, par contre, la seule petite différence, c'est que, comme ce sont des textes de théâtre, il y a du dialogue. Mais en tout cas, on croit vraiment... donc voilà, donc de fil en aiguille, Magali, on est arrivé il y a depuis 2 ans, on a ouvert ce théâtre en octobre 21, le théâtre éphémère. Et on s'est rencontrés très vite. Et on s'est dit, on fait une étape école, c'est ça ? Tout à fait. École, l'année dernière. Et de fil en aiguille, on s'est dit, allons plus loin. Et moi, on est ravis, après le Panthéon, c'est ça, et le Château de Versailles, que le théâtre Nanterre-Amandier accueille l'étape régionale en avril prochain. C'est formidable. Merci. Régine, les études montrent que les jeunes adolescents, à l'entrée au collège, décrochent pour beaucoup de la lecture. C'est vraiment la période à risque. Vous avez déclaré qu'il fallait sanctuariser la lecture et les moments de lecture. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par sanctuariser des moments de lecture, et en quoi les Petits Champions de la lecture peut-être rejoignent ça ?
Alors, les petits champions, je pense qu'ils préparent, j'allais dire avant le décrochage, en tous les cas, au développement du plaisir et le goût de la lecture. Sanctuariser, c'est peut-être pas heureux, mais l'idée, c'est vraiment de préserver un moment pour soi, ou comme le disait tout à l'heure Clémentine Beauvais, un moment de partage, y compris familial, entre copains, de lecture à voix haute. En tous les cas, de préserver ce temps que, je pense, les jeunes et nous-mêmes laissons filer, compte tenu de l'addiction qui se développe vis-à-vis des écrans. Le décrochage de l'adolescence sur tout ce qui est la lecture, l'apprentissage de la musique lorsque les enfants sont en conservatoire, l'apprentissage de la danse ou d'autres activités artistiques a toujours existé. L'adolescence, c'est un moment plutôt de rébellion. On veut se libérer de l'autorité de l'école, l'autorité parentale, les injonctions. Donc, je dirais que ça fait partie aussi de la construction. Mais avec les écrans, il y a aujourd'hui un vrai risque de santé psychique, je pense, de notre jeunesse. Et nous-mêmes aussi, d'ailleurs, avons certainement beaucoup trop grande fréquentation avec les écrans, mais on ne les avait pas, en tous les cas, ma génération, lorsque nous étions enfants. Donc, on a été aussi habitués à décrocher, à être seul ou à prendre du temps à plusieurs pour partager le plaisir de la lecture. Donc, quand je dis sanctuariser, c'est peut-être pas très heureux, mais c'est vraiment l'idée de préserver des moments, et je pense que ça devrait faire partie presque des campagnes qui existent ou qui ont existé, comme celle de la lutte contre le tabac ou l'alcool, ou les 5 fruits et légumes pour la santé physique et la lutte contre l'obésité. Il me semble qu'on devrait aujourd'hui avoir cette prise de conscience sur la place des écrans, et il me semble qu'une des réponses, elle n'est pas la seule, mais c'est une réponse importante, c'est la lecture. Merci. Est-ce que je peux vous demander à toutes les deux quel serait votre conseil pour nos petites championnes et petits champions de cette nouvelle année? Moi, je pense que c'est en effet le plaisir, déjà, le plaisir du partage. On parlait d'émotion, bien évidemment. Je pense qu'en tout cas, le théâtre, c'est à cet endroit-là, évidemment, entre une œuvre d'un auteur, d'une autrice, d'un artiste, metteur en scène, de comédien, et de donner, de créer, en tout cas de bousculer, voilà, d'avoir des chocs artistiques, mais avec un public. Sans public, il n'y a rien. Et donc, c'est le petit champion, c'est vrai que c'est prendre plaisir, écouter et s'écouter, d'où le écoute-moi lire aussi, c'est-à-dire, je pense que c'est... Et qu'en effet, on parlait, c'est un jeu, je pense, enfin, nous, c'est une approche ludique, et c'est vrai que les comédiens et artistes sont à un autre endroit. Quand on arrive dans une classe, c'est évidemment ce côté de prendre confiance en soi, de porter la voix, de regarder, voilà, c'est toutes ces... Et pour qu'en effet, ça puisse atteindre et que le texte puisse être proféré, en tout cas, mais avec, évidemment, voilà, du corps. Régine, votre conseil? Je dirais, oui, le plaisir, la confiance en soi, respirer, poser sa voix, et voilà, je crois qu'effectivement, se faire confiance, au fond, je pense que c'est vraiment ce que vous, au-delà du goût de la lecture et des textes, je crois que c'est ce que vous arrivez probablement à produire sur beaucoup d'enfants. On le voit d'ailleurs lorsqu'ils ont fini le concours. Bien sûr, on voit la joie de ceux qui ont été élus, parfois la tristesse de ceux on avait eu l'an dernier, l'année d'avant, une jeune fille, une petite fille qui avait réagi, qui réagissait très très mal au fait qu'elle n'avait pas été la première. Mais on voit quand même globalement plutôt la confiance qu'ils ont pris en eux. Et ça, je pense que c'est un élément essentiel à cet âge-là. Je pense que je remercierai aussi les enseignants, parce que vraiment, c'est aussi absolument l'intermédiaire essentiel. Et je sais combien c'est du temps aussi en parallèle de la formation des enseignants. Mais en tout cas, c'est vraiment une équipe aussi. Voilà. C'est eux qui mettent en musique le jeu au quotidien dans les classes. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci.
À propos d'enseignants, on va vous montrer tout de suite une vidéo tuto enseignant. Alors, avant même que de lancer les enfants dans les lectures, quand on veut faire lire, il faut déjà prendre en compte le fait qu'ils vont être devant les autres et qu'ils vont prendre la parole devant les autres. Et contrairement à ce qu'on pense un peu trop souvent, c'est pas parce qu'on est jeune, c'est pas parce que ce sont des enfants que c'est forcément aisé. Donc il y a un rapport à l'autre en face, un rapport à soi, son corps devant les autres, sa voix qui va être dans l'espace plus forte que ce qu'on a l'habitude de faire, etc. Il y a plein de notions comme ça qui ne sont pas forcément aisées. Donc on aura tout intérêt à faire des petits exercices très ludiques, jamais seul, à plusieurs dans la classe, comme ça, par petits groupes, pour travailler justement les émotions, sa voix, sa posture, et que ce soit comme un pré-travail avant même que de se lancer dans la lecture. Alors, Sandrine Flouard est enseignante à Rouen, à l'école Pépinière Saint-Julien. Approche-toi bien du micro, voilà. Alors, Sandrine, votre classe participe au Petit Champion de la lecture depuis 12 ans. Voilà, donc déjà, on peut applaudir vraiment Sandrine. Un des élèves de Sandrine, Wayne, est arrivé, a été champion de Normandie en 2021 et donc a participé à la finale nationale. Alors, qu'est-ce que ce jeu apporte à vos élèves et à votre classe? Pourquoi reparticipez, vous, chaque année? En fait, bonjour à tous. Alors, je me rends compte de ce que je demande aux enfants parce que c'est pas facile de parler devant tout le monde. Donc là, voilà, j'ai le retour. Donc, en fait, le jeu, c'est au départ vraiment une aventure collective. Alors, au sein de la classe, les enfants travaillent ensemble. Ça m'échappe un petit peu aussi, parce que en général, moi c'est une école, je vais vous raconter un peu, mais c'est une école de plein pied. Donc les enfants, ils prennent un livre ou ils prennent un texte et puis ils vont répéter à 2, à 3. Certains écoutent, d'autres lisent et puis ils se donnent des conseils. Donc après, ils viennent lire, effectivement, on se réunit dans la classe et ils viennent lire devant tout le monde, mais ça veut dire qu'ils ont préparé les choses ensemble. Et c'est vraiment en ce sens-là que c'est collectif. Ils se soutiennent. Le jour où il y a le jury qui vient, ils sont un peu dans leurs petits souliers, comme je le suis en ce moment. Et donc, on voit les fois où ça s'est passé dans l'école. Alors, il y a eu plusieurs jurys. Nous, on a fait appel à, par exemple, des enfants du collège qui sont venus et qui, avec leur professeur de français, avaient préparé une grille pour donner leur avis sur celui ou celle qui pourrait être le petit champion de l'année. On a fait aussi appel à des lecteurs des gens qui sont bénévoles dans une association et qui ont pris beaucoup de plaisir l'année dernière à venir écouter nos élèves. Et à des bibliothécaires aussi. Donc à chaque fois, la formule a un peu évolué. Et les enfants, en fait, vraiment, il y a une entraide. Et ils ont plaisir à le faire ensemble. Et puis, ça nous échappe aussi parce que ça se joue dans les familles, en fait, aussi. Les parents, je pense qu'ils connaissent l'histoire qui est préparée par leur enfant. Ils ne la connaissent pas par cœur, mais ils la connaissent quand même très, très bien. Et là, mardi, j'arrive à l'école et moi, j'ai une classe de CM1, CM2. Et il y a les petits élèves de CE2, comme quoi il se passe le mot, quoi. Il y a une maman qui me dit mais moi, ma fille, elle veut participer, quoi. Et elle a des copains dans la classe. Et donc, ils sont dans la classe de mon collègue des CM1. Et il avait déjà fait un atelier avec eux. Mais auparavant, les CM1 ne participaient pas jusqu'au bout. Et là, l'année dernière, il n'a pas pu le faire. Et je lui dis, mais là, inscris ta classe, quoi. Donc, voilà, il est parti dans l'aventure aussi avec ses petits élèves. Alors, quel conseil vous donneriez justement à un enseignant qui participe pour la première fois? Moi, je lui dirais déjà de lui lire des histoires. Moi, ça me semble fondamental d'arriver et de montrer que nous-mêmes, on prend plaisir à lire une histoire. Moi, je vois bien quand j'ouvre un livre, je disais à Insa que j'avais lu ces livres à ma classe l'année dernière, je les tiens, quoi. Ils sont là, ils écoutent. Moi, je suis super contente. Je me dis, waouh, j'ai l'attention. Et c'est vraiment un très bon moment, quoi. Donc, il n'y a même pas à se forcer. Donc ça, c'est le premier.
C'est vraiment le premier conseil que je donnerais. Le deuxième aussi, c'est de peut-être pas les mettre tout de suite face au livre. Alors, j'ai trouvé un petit truc, il y a 2-3 ans de ça, c'est qu'en fait, au départ, je ne les fais pas du tout approcher le livre en tant que tel, mais on travaille avec des bandes rythmo. En fait, ils font du doublage de dessins animés. Sur YouTube, j'ai trouvé des petites bandes rythmo comme ça. Et donc, déjà, ils ne sont pas face aux autres, mais ils lisent le dos tourné et ils sont à 2, 3 pour jouer les personnages. Et tout de suite, ils voient ce qu'il faut mettre comme intention, la vitesse à laquelle on doit lire. Les bandes rythmo, ça va très vite. Donc, en fait, après, ils me demandent de leur donner les liens et ils s'entraînent chez eux. Donc, ils ont déjà pris l'habitude un peu de ce qu'il fallait mettre au niveau de l'affluence, de l'intention. On fait aussi, là, on a fait le jeu du prompteur. Donc, pareil, on joue avec les vitesses de lecture, on les fait... Et en fait, c'est vraiment le jeu au départ. Et puis après, le troisième conseil que je donnerais, moi qui me semble, c'est de faire venir quelqu'un qui est un spécialiste du livre. Il y a les bibliothèques, on peut y aller, on peut faire venir quelqu'un et qu'il arrive avec ses livres. Il y a les livres aussi du comité, mais que ce soit un vrai moment où ils entendent parler d'histoires qui peuvent leur plaire. Les enfants n'ont pas tous des livres chez eux. Donc là, ça permet vraiment d'avoir un moment de partage et qu'ils soient tous un peu à égalité pour choisir un livre. Voilà, moi c'est... Et puis d'aller voir le site des Petits Champions, parce que là, il y a vraiment pléthore d'outils pour travailler avec les enfants. Cette année, l'année dernière, vous avez fait intervenir un comédien dans votre classe. Comment s'est déroulé le projet de ces interventions Alors en fait, ce comédien s'appelle Mathieu Farcy et je l'avais connu avec le Festival du Livre de Rouen. Il y avait un atelier de lecture à voix haute et j'avais été épatée par... nous, on faisait déjà les Petits Champions de la lecture. Et les enfants étaient, pour certains, ceux qui étaient dans la classe, qui avaient envie de lire, il a commencé à lire. C'est aussi quelqu'un qui fait du doublage, donc il est comédien. Alors là, c'est sûr que les petits, ils étaient vraiment pris par les histoires racontées. Et après, en fait, il a été surpris parce que les enfants ils m'ont dit « mais moi aussi, je peux te lire mon histoire que j'ai préparée ». Et il y avait des parents qui accompagnaient, qui étaient très fiers de voir leur petit prendre ce livre et venir lire un extrait. Donc j'avais gardé un souvenir très très ému de ça. Et en fait, ce que je lui ai demandé, c'est s'il voulait bien réaliser des podcasts avec les enfants l'année dernière. Donc il a commencé à les faire travailler en collectif. Et puis après, il est revenu... plus en individuel pour chacun des enfants, pour le conseiller, pour qu'il puisse s'améliorer dans sa prestation. Et ce qu'il a en plus, c'est que c'est un professionnel de la lecture. Il va amener forcément des outils. Il me dit, là, tu vois, sa bouche, il faut muscler un peu tout ça. Donc, il lui donnait vraiment des outils plus techniques que ce que je pouvais faire. Voilà. Vous avez mentionné la sélection du comité, mais sans dire que vous êtes l'enseignante qui représente tous les enseignants du jeu au sein de ce comité. Donc vous avez fait partie des 6 personnes qui ont choisi les 29 livres de notre sélection cette année. 14 d'entre eux ont été lus à la Comédie Française. Est-ce qu'il y en a un qui n'a pas été choisi par nos finalistes que vous auriez beaucoup aimé entendre lire, Salles Richelieu? Oui, alors c'est le livre Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, qui est édité par l'École des loisirs. Et moi, ce livre, alors il y a beaucoup de livres qui m'ont emmenée, mais celui-là, j'ai regretté. Enfin, j'ai regretté. Les enfants font leur choix, c'est comme ça. Mais j'aurais aimé l'entendre lire aussi par des élèves, quoi. Et je trouve que c'est quand je vais l'amener à mes élèves, ce que je pense que je leur dirais, c'est vraiment l'auteur, on le voit dans chacune des pages, en fait. Ce monsieur, il a été soignant, il a été aidant, et puis il est devenu libraire. Et son personnage principal, eh bien, c'est le contraire. C'est un libraire qui devient aidant. Et je trouve qu'on voit ce que l'auteur met dans son histoire. Et bon, je vous laisserai découvrir le livre, mais... j'ai trouvé que c'était vraiment une histoire poignante qui abordait des sujets pas faciles, la perte de la mémoire, la perte de quelqu'un qu'on aime, et il le fait avec beaucoup de sensibilité. Voilà. Merci. Je me suis trompée ?
part avant l'aube, très tôt. Ne te retourne pas, jamais. Tant pis pour les larmes, tant pis pour nous, tu m'aimeras plus loin, je t'aimerai ailleurs, on s'aimera toujours, demain sera heureux. Promis, juré. En vérité, les récits de voyage se lèvent alors que l'aurore a encore les paupières fermées. Hansel et Gretel aussi s'en allaient pour ces bois dont on ne revient pas très tôt, le matin, à l'heure où le super diamono de chez moi livre les dernières notes de son répertoire, que la nuit et les dînes tardent à libérer la piste de danse. Si tu dois t'en aller, mon amour, fais-le pendant que je dors. Les oreilles étendues sur les rêves que l'on construit à deux. Quitte le chez-moi de monsieur tout-le-monde ou de madame n'importe qui. Ce chez-moi dont on se souvient comme raconte les meilleurs épisodes d'une série en noir et blanc. Tous ceux qui sont partis un jour le savent. Moi, je l'ai appris quand un certain matin m'a offert ma première valise. Une valise en carton. Bah ouais, ça existe les valises en carton. Et même qu'elles sont légères comme une aventure. Tellement qu'on ne sait plus en fabriquer de ces bagages d'un autre temps. Celle-là, ma mienne, elle était bleue, comme une orange, avec les bords en métal pour protéger des bornes kilométriques et une poignée noire en plastique, parce que ça peut toujours servir. Le matin de ma première valise, j'ai rejoint les copains. Ils étaient déjà tous là à m'attendre. Il y avait Ada, Sunjata, Deya et Julia. Julia faisait la tête. Je l'ai tout de suite lu à sa manière de faire semblant de ne pas m'avoir vu. Toujours la même comédie quand elle était fâchée après moi. Julia, c'est une dure à cuire, mais je connais ses failles. Je le sais parce qu'à 9 ans, on est une branche fragile, même quand on se croit dur comme fer. À 9 ans, l'univers est aussi vaste qu'un pâté de maison. À 9 ans, le monde que l'on chérit a le visage de mon amoureuse. Je le sais parce que j'ai 9 ans et que Julia, tiens que je l'aime. Ah, Julia, je crois que je la connais depuis le jour où l'homme en blouse blanche a coupé le cordon à mon nombril pour le lier à celui de Julia. Je vais bientôt partir. Elle a lâché de but en blanc. Partir où? Je ne sais pas. Hier soir, j'ai surpris mes parents. Papa a dit qu'il a trouvé un passeur. C'est quoi un passeur? Un passeur, c'est un guide qui connaît les chemins secrets entre les mondes. Comment elle savait ça, Julia? Papa a dit que ce n'est qu'une question de temps. Mais bientôt, je ne serai plus là. Je vais partir. Pourquoi devait-elle partir? On n'avait jamais été nulle part l'un sans l'autre. Pourquoi fallait-il que ça change? Pourquoi fallait-il qu'elle quitte mon... Chez moi, il y a la famille que j'ai choisie. Chez moi, c'est un bol juste assez grand pour y faire tenir le monde. Chez moi, c'est danse sur des airs de tralali, la la l'air, en tapant sur les bidons, sur les pots. Il y a la poussière qui s'évapore. Chez moi, l'ennui, à l'ombre et à la lumière de midi et quart, attend que repousse la queue des lézards. Chez moi, c'est cri en langage indigène, c'est ce lieu dit comme on est. Alors d'abord, chez moi, ce cri avec le cœur. Chez moi, mon vieux René, c'est l'endroit où je suis sans avoir à penser. Ma philosophie a l'instinct animal heureux comme une bête. Chez moi, c'est cet espace où je sais que l'on m'attend et où je me languis d'être. Please, ce gars, dépêche-toi de m'y envoyer paître. S'il y avait des pissenlits chez moi, je les boufferais par la racine comme on suce des sucres d'orge. J'y serais d'ores et déjà. C'est cette seconde qui chuchote à notre oreille que le temps ne compte pas, ne compte plus, que l'on a été, que l'on est et que l'on sera. Si bien que chez moi, je n'ai pas peur. Chez moi, c'est une image persistante. Ce jardin que l'on a raconté 1000 fois à 1000 gens, mais dont les 1000 recoins restent obstinément secrets. Chez moi, des jeux idiots en sandalettes, des culottes trouées pour laisser respirer l'aventure, les cheveux qui n'ont pas vu le peigne depuis la première carie, sous la langue qui fourche, dans des gros mots écorchés vifs, comme on grimpe aux arbres de vie, se nourrissant de fruits interdits, d'en prendre de la graine. On est l'œuf et la poule, on est neuf, on a 9 ans, alors en avant, toutes dents dehors, les ailes poussées vers le soleil, c'est du vent,
c'est l'Harmattan. On a tué l'Harmattan en jetant l'encre de nos récits. On se souvient, on oubliera sans doute ces chemins qui mènent à ce pays sans route. En route! Merci. Moi, j'ai vécu cette finale comme une parenthèse enchantée. On dit toujours que les jeunes gens ne lisent plus, qu'ils sont sur leurs écrans en permanence. En fait, ils nous ont démontré qu'ils lisaient merveilleusement, qu'ils adoraient les mots, qu'ils adoraient les livres et qu'ils adoraient les histoires et qu'ils adoraient aussi les faire partager. Je ne suis pas certaine qu'en tant qu'adulte, je pourrais faire ce qu'il va faire, et encore moins en tant qu'enfant. Mais il est très courageux, il n'a pas froid aux yeux, il est impertinent et c'est ça qui va faire qu'il va réussir. On est tous avec lui. C'est très très important, surtout en CM2, parce qu'on se rend compte que les enfants lisent de moins en moins à voix haute. C'est un exercice important pour préparer l'oral au collège et puis le grand oral pour le lycée. Voilà. Vous êtes tous des gagnants, puisque vous êtes là, tous des flamboyants. Faisons la java, tralala, et voilà! Est-ce que ça marche? Ça marche. Bonjour Gaël. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors Gaël, c'est écrit juste ici, il est auteur. Et moi je suis Caroline, je travaille pour l'équipe des Petits Champions de la Lecture. Je m'occupe de tout ce qui est site internet et réseaux sociaux. Et je suis ravie de poser quelques questions à Gaël, qui a donc participé l'année dernière aux Petits Champions de la Lecture, puisqu'il est auteur. Il a écrit L'apprenti conteur chez l'École des loisirs, et son livre fait partie notamment du guide de sélection à destination de nos petits champions. Alors Gaël, je voulais vous demander quelle place prend la lecture, et plus particulièrement la lecture à voix haute, dans votre vie? Alors, dans ma vie quotidienne, elle a une place importante puisque je vais rencontrer professionnellement en tant qu'auteur jeunesse entre 60 et 100 classes par an. Donc du CE1 à des plus grands que moi, et que je mets un point d'honneur à toujours terminer une rencontre par une lecture offerte d'un extrait. En général, je fais voter les classes pour l'extrait parmi plusieurs. Alors évidemment, je vais travailler ces extraits comme les lecteurs du concours doivent le faire. Ça ne s'improvise pas non plus, mais je sais que c'est le moment dans une rencontre scolaire où même les plus récalcitrants, même ceux qui vous refusent l'attention ou l'intérêt depuis le début, bon, c'est pas souvent, hein, parce qu'ils sont quand même gentils en général, mais ceux-là, c'est le moment où on va vraiment les attraper. Et qu'en fait, ce pourquoi je suis là prend son sens à ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils saisissent tout d'un coup l'échange et la vie qu'on peut trouver dans un livre. Alors, sur la scène de la Comédie Française, vous aviez déjà été interviewé et vous avez dit que la lecture offerte, c'est déjà de la lecture, mais en plus, elle peut faire d'un non-lecteur un écrivain. Est-ce que vous pourriez nous dire comment la lecture a-t-elle influencé votre parcours d'écrivain? Alors, j'ai l'avantage que Clémentine Beauvais a déjà très joliment dit des choses sur la lecture offerte, qui est déjà de la lecture, donc je ne vais pas me permettre de reformuler ça moins bien. Dans ma vie d'écrivain, il se trouve que moi, je faisais partie de ces lecteurs dont tout le monde a évoqué, hein, ces lecteurs qui arrêtent. Et quand il n'y a plus d'images, quand on te dit lis dans ta tête et lis tout seul, moi, je n'ai pas une imagination très visuelle, c'est-à-dire que l'abstraction d'un objet sans image ne me parle pas énormément. Donc la lecture offerte, ça permet tout d'un coup que cet objet inanimé prenne vie. Ça permet aussi, pour ceux qui ont voulu de temps en temps, quand ils étaient enfants, jouer avec leurs parents. Tu veux jouer avec moi, je ne sais pas, au Playmobil, à Barbie ou je ne sais quoi. Le parent, en général, est encore moins patient que pour la lecture. C'est quand même quelque chose qui est très, très ennuyeux de jouer avec un enfant au jeu qui le passionne. La lecture, c'est le moment où, en fait, avec un parent, on va partir dans ce voyage dans l'imaginaire en compagnie du parent. C'est le seul moment où on partage ce lieu magique qu'on voudrait tellement partager mais qui n'est pas possible. Donc
Donc voilà, moi il se trouve que je n'avais pas prévu de devenir écrivain, j'ai été comédien, j'ai fait plein d'autres métiers et je suis auteur jeunesse. Et je pense que c'est pas un hasard puisque quand c'est revenu à moi, quand la lecture est revenue, je pense que c'est revenu par les souvenirs de ces lectures partagées, de ces lectures offertes qu'on avait pris la peine de me faire. Et que si je suis devenu auteur jeunesse, c'est qu'en fait les souvenirs qui me sont revenus, c'était bien pas mes lectures à moi, mais les lectures qu'on avait bien voulu justement me lire à voix haute ou m'écouter lire. Alors c'est une bonne chose pour nous parce que du coup votre livre L'apprenti conteur fait partie de ce guide de sélection parmi lequel les enfants, les finalistes en juin dernier ont dû choisir leur lecture pour l'extrait sur la scène de la Comédie Française. Et c'est Manel, notre finaliste Centre-Val de Loire, qui a choisi votre livre. Du coup vous êtes allé la rencontrer dans sa classe puisque en amont de la finale vous allez à la rencontre des enfants dans leur classe. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter ? Oui, alors Manel, elle était super. Quand même. Elle est arrivée 3e d'ailleurs à la finale. En fait, on m'a dit, elle ne sait pas encore, elle n'est pas encore sûre de son extrait. Est-ce que vous pouvez réfléchir à des extraits à lui conseiller éventuellement, si jamais ça ne va pas, ce à quoi elle a pensé. Donc moi, j'avais feuilleté le livre, j'avais mis des passages en avant pour lui proposer, et j'avais surtout pas sélectionné celui qu'elle avait sélectionné et que j'ignorais qu'elle avait choisi, parce que je le trouvais hyper casse-gueule. Donc quand je suis arrivé dans la classe, je me suis dit d'abord présente-moi ce que tu as préparé, puis on verra après. Et là, quand je vois qu'il s'agit de ce moment-là, je me dis non, c'est pas possible, elle va pas y arriver, la pauvre. Donc j'étais déjà moi en train de me préparer à comment je vais la coacher, qu'est-ce que je vais lui donner comme conseil. Et en fait, moi mon boulot, c'est quand même de faire confiance aux enfants, à leur intelligence, à leurs envies. Et voilà, elle a lu son texte et je lui ai dit c'est bon, en fait, tu sais quel texte est fait pour toi, tu sais ce qu'il faut choisir, tu l'as choisi hyper intelligemment parce que c'est un texte qui ne nécessite pas de connaître le reste de l'histoire. Donc j'ai pu juste lui donner quelques conseils de posture, d'articulation, de choses comme ça, mais elle avait déjà eu tellement de conseils de tellement de gens. Elle-même, elle m'a dit, je lui ai dit, tu as beaucoup eu de conseils déjà, donc écoute, elle me dit, oui, ils sont un peu contradictoires des fois. Je dis, très bien, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ceux que tu veux. Et c'est ceux-là que tu vas garder. Je lui ai dit, ce que tu fais, c'est super. Je ne suis pas dans le jury, je ne sais pas quels sont leurs critères. Si jamais personne vote pour toi, on saura qu'ils ont tort et c'est pas grave. En l'occurrence, elle a obtenu la 3e place, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs membres du jury qui ont voté pour elle. Félicitations, vous avez bien fait de lui faire confiance. Du coup, en juin dernier, on s'est retrouvés à la Comédie Française. Vous avez participé à cette finale avec Manel. Est-ce qu'il y a un moment fort qui vous reste en tête de cette journée ? C'est un moment fort déjà en soi, parce que je vais me permettre de le faire, mais je trouve que vraiment vous faites un super boulot, l'équipe. C'est un truc incroyable. Vraiment, de l'intérieur, c'est quand même un très gros truc avec très peu de monde derrière. Et honnêtement, ne serait-ce que les 800, je sais plus, personnes qui débarquent, on se dit mais ils sont juste 4 pour s'en occuper là. donc le moment fort, ça serait que Manel est passé vers la fin. Et que quand il y a 10 lectures, plus des intermèdes et tout ça dans les pattes, on commence, même nous, à devoir sourire face à un public pendant très longtemps, en étant un petit peu engourdi. Et Manel, je pense que c'était une des plus introverties et timides. Et en fait, l'expérience scénique, alors, c'est pas être comédien, c'est vraiment... La lecture offerte, c'est entre... C'est un équilibre très, très particulier entre justement la lecture pour soi-même ou le jeu de scène, c'est autre chose. Mais cette expérience scénique, elle est assez redoutable parce qu'il y a des enfants qui vont être très très bons avant et qui s'effondrent. Alors, c'est pas un drame comme ça, le mot s'effondre paraît terrible, mais quand même, on voit bien que c'était moins bien qu'avant, qu'ils ont perdu leurs moyens, qu'ils sont très tristes. Et puis, il y a des enfants qui sont, comme Manel l'était, c'est-à-dire, je pense, assez terrorisés. Et plus ça allait, plus je me disais, il ne va plus lui rester 1 gramme d'ongles ni de doigts même. Et donc, elle s'est avancée vers le micro. Moi, je retenais mon souffle en me disant, ça va être l'horreur. Elle a l'air tellement, tellement chétive, j'avais peur pour elle. Et puis, non, elle l'a fait comme elle le faisait en classe, même encore mieux. Et c'était bon, quoi. Moi, j'ai pas eu grand-chose à faire, honnêtement. J'avais la satisfaction que je savais qu'il y avait un petit risque parce que c'était une scène avec une nounou qui avait un accent paysan très fort. C'était écrit comme ça. Donc, elle était obligée de le jouer. Donc, je savais que
cet élément pouvait déplaire, qu'on pouvait se dire c'est trop, c'est du jeu d'acteur, mais elle ne pouvait pas le lire autrement, ce truc. Donc elle l'a fait, et je pense que moi j'ai vu la vidéo, hein. Il n'y a pas de micro dans la salle, mais on entend les rires, hein, quand même. La salle, elle était bien. Elle s'est mise dans sa bulle et tout s'est bien passé. Ouais. Et après, elle est redevenue immédiatement aussi timide. On la voit aller prendre son prix. Elle va le prendre, elle s'en va. Elle dit rien. Enfin, donc c'est ça qui est magique, quoi. Ses parents étaient, je crois, très très stupéfaits. Donc non, c'était un beau moment. Merci pour ce témoignage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout a commencé lorsque ma maîtresse nous a inscrits au concours des petits champions de la lecture en septembre dernier. C'est la première fois que notre école de Stenay, située dans la Meuse, participait à ce projet. À ce moment-là, je ne savais pas du tout jusqu'où cette aventure allait m'amener. Avec mes camarades de classe, nous nous sommes entraînés à lire à voix haute pendant des semaines. On s'écoutait, on se conseillait, et finalement, tout le monde progressait. J'avais choisi de lire un extrait du roman La musique des âmes de Sylvie Alouche, et ce fut un plaisir de partager ma passion de lire avec les autres. D'abord désigné petit champion de mon école, j'ai eu la chance d'être choisie pour représenter mon département de la Meuse lors de la finale de la région Grand Est. J'ai lu devant un public encore plus nombreux dans un lieu étonnant. La finale avait lieu au stade de football de la Méno, celui du Racing Club de Strasbourg-Alsace. Quelle ne fut pas ma surprise d'être sélectionnée pour la finale nationale! J'étais très enthousiaste de savoir que j'allais lire sur la scène de la Comédie Française, à Paris, devant plus de 700 personnes. Parmi une sélection de livres, c'est le roman de Charles 1943 de Florence Medina qui m'a été attribué. Et j'en étais ravie. L'autrice est venue dans mon école pour rencontrer ma classe début juin. Grâce à son soutien le jour de la finale et aux encouragements de mes amis et de ma famille, j'ai gardé confiance en moi. Et j'ai senti que j'étais capable de m'ouvrir au public pour lire à voix haute, capable de partager les émotions à travers mon texte, capable de devenir le petit champion de la lecture 2023. Quand on est jeune, on est con. À 20 ans, on est bête et méchant. Nos 20 ans, on les a eus dans des grolles de 7 lieues. On rêve de trône. Mais c'est la tôle qui nous attend. On a toute la vie pour la foutre en l'air. Alors, on se donne des airs. On parle de faire du lourd dans le cash. On a 20 ans et on est bête et méchant. On se croit invincible. On rapporte des bibelots de la rue qu'on évoque comme si on citait la Bible. À 20 ans, on ne s'imagine pas 20 ans plus tard. La fin du brouillard, on ne sera pas là pour la voir. Ce qui est sûr, c'est qu'on parle de flingues, de putes et de bringues, de raquettes, de crimes casse-tête. On braque des bouffons en disant « Hey, file ta casquette, fais briller mes baskets. » Et même qu'on le fait en riant. On a 20 ans et on est bête et méchant. On bousille sa vie pour 20 cents. Une Mercedes-Benz. On a le goût de l'Amérique comme du ketchup Heinz. On s'imagine en dealer, existence de Barjot parce qu'on a lu un thriller. On clame que c'est pas une rumeur ce qu'ils disent. Tu préfères le SMIC ou un paquet de dollars en 10 heures? Gang, bandana, cocktail à nana. Le nirvana, c'est un bordel à nana. On s'endort avec des contes de faits divers, bêtes et méchants. Parfois, on rêve de casse, changer les baffes en caresse. Un peu de skunk pour changer les promesses. Des fois, courage, je te jure, je t'aime. On se déboutonne. Ouais, c'est l'amour monotone quand on a 20 printemps d'automne. On s'endort sur des civières, on jure sur leur tête pendant que nos mères pleurent des rivières. 20 ans, ça peut être un supplice, et c'est pas une gorgée de 8-6 qui pourra soigner les cicatrices. Si tu crois en un monde meilleur, t'as qu'à regarder Star Trek. La génération TikTok nique la vie, parle le truc. À 20 ans, on est bête et méchant. On sait pas ce que c'est le bonheur, hein. On est juste vivant. Merci.
Bonjour. Jefferson trouva les gâteaux, s'allongea sans se déshabiller sur le fauteuil de cinéma et grignota un bon quart d'heure dans le noir avant d'oser. « Tu m'en veux ?» Gilbert ne dormait pas. « Pourquoi je t'en voudrais, Jeff ?»« Ben, parce que tu penses que je t'ai laissé tomber. »« Mais non, pas du tout. Je n'ai rien vu parce qu'Henri me tenait la tête vers la sortie, mais j'ai entendu « Ouch !» et je me suis dit « Ça, c'est mon petit hérisson qui vient de se prendre un sacré pain dans le buffet. » Et comment ? J'ai eu l'impression que son pied me ressortait par le dos. Gilbert gloussa et se tint aussitôt la tête. « Arrête, ça me fait mal quand je ris. » Tu as été courageux, Jeff. Et heureusement que tu es resté pour passer le message à Simone. Pff, le message. Tu sais très bien qu'elle ne viendra pas. Tu sais ce qu'elle a répondu quand je lui ai proposé de nous rejoindre? Non. Elle a dit « Laisse-moi, Jefferson ». Elle t'a regardé dans les yeux en te le disant? Non, elle a baissé la tête. Alors elle viendra. Elle a vu la grosse arnaque du miracle et ça doit tourner dans sa tête. Elle viendra pas, elle est butée. Elle viendra, Jeff. Qu'est-ce qui se passe dans les films quand on attend une personne comme ça, longtemps, la nuit? Elle vient ou elle vient pas, la personne? Elle vient. Oui, elle vient. Et elle vient même juste au moment où on a perdu espoir. Juste au moment où on va renoncer et partir. Tu as raison. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans un film. Non, on n'est pas dans un film, mais on est quand même dans une histoire, mon petit hérisson. Dans notre histoire. Et tu es assis sur quoi, là, au fait? Sur un fauteuil de cinéma. Et voilà. Allez, bonne nuit. C'est une musique en sourdine qui réveilla Jefferson. Du rap. Il reconnut facilement Sang Song et la voix inimitable de la plaie qui affirmait avec véhémence. C'est passé près. Oh, P, c'est passé près. Il était 6h30. La nuit était parfaitement noire. Il se leva et fit quelques mouvements de gymnastique pour se désengourdir. Gilbert monta un peu le son. « T'as vu? J'ai réussi à sauver mon enceinte, mais j'ai laissé mon sac là-bas, au dortoir. Et pas question que j'y retourne. Tant pis, je leur offre mes caleçons de rechange. Tu as bien dormi ?» Jefferson fut tout heureux de pouvoir lui dire qu'il avait récupéré leurs affaires. Ils avaient tous les deux faim, froid et mal partout après la nuit sur les fauteuils. Et il restait 30 minutes à Simone avant de se montrer. Merci Soleiman. Tu vas bien? Très bien. Très bien. Très bien. Là, on est sur la scène de la Maison de la Poésie. Tu as lu ce même extrait sur la scène de la Comédie Française en juin dernier. Quel est le moment le plus excitant ou le plus inattendu que tu gardes de cette aventure des petits champions? Alors, c'est-à-dire que c'était au château de Versailles. Parce que, en fait, avec ma mère, on avait visité le château de Versailles 2 mois avant. Alors qu'on ne savait pas que la finale allait se passer au château de Versailles. Et à la fin de la visite, on pouvait passer par un couloir avec une trentaine de bustes. Et sur le côté droit, il y avait des portes françaises avec des miroirs. Et maman se demandait ce qu'il y avait derrière ces portes. Et 3 semaines, un mois après, on nous dit que c'est au château de Versailles, dans la salle des congrès. Et quand on arrive, on voit que c'est là. Et on se regarde et on se dit « Ah, d'accord !» Voilà. Tu connaissais déjà les lieux, mais pas cette salle-là. Mais pas cette salle-là.
Alors, comme Gaël tout à l'heure et Emmanuel, toi, tu as rencontré Jean-Claude Morlova, l'auteur du livre que tu viens de lire, dans ta classe. Il est venu dans ta classe et puis le jour de la finale, il t'a accompagné comme un binôme. Est-ce qu'il t'a donné de bons conseils? Oui, de très bons. Ça tombe bien, la suite de ma question, c'est lesquels? Est-ce que tu te souviens de ces conseils? Alors, déjà, il m'a dit de prendre du plaisir, de lire posément, calmement, et de bien appuyer sur les mots, limite de rester dessus, avoir l'impression que c'est peut-être trop long, mais parce que quand on a un petit peu, parce que ça peut faire un petit peu peur d'être sur une scène, on a tendance à lire plus vite, donc toujours être bien posé, bien concentré dans sa lecture et bien poser ses mots. Tu crois que tu as réussi à respecter ces conseils? En tout cas, aujourd'hui, tu l'as bien fait. J'espère. Merci. Sans quoi, d'autres petits conseils, rester soi-même sur scène, hein, toujours. C'est pas parce qu'on est devant 700, 1000, 2000 personnes. Restez vous-même et prenez du plaisir à lire avec les autres et à partager un moment de lecture avec d'autres personnes. Alors aujourd'hui, c'est le lancement de la 12e édition, cette nouvelle édition des Petits Champions. Est-ce que tu inciterais tes copains ou les gens qui nous regardent à s'inscrire aux Petits Champions de la lecture? Clairement, parce que c'est une expérience géniale. Et comme l'a dit Madame Beauvais tout à l'heure, il faut partager la lecture avec les gens. Super, merci beaucoup Souleymane. Alors, pour clore cet événement, un grand merci à vous pour votre présence ce matin et d'être resté jusqu'au bout de cette longue conférence de lancement. Un grand merci à la Maison de la Poésie pour son accueil, aux équipes techniques notamment, et à toute l'équipe des Petits Champions de la Lecture qui a préparé cet événement. Amélie, Maëlys, Valentine, Angèle, Caroline, Béatrice et Aude. On peut les applaudir. À très bientôt.